Là, on va s'attaquer à un manchot un peu particulier qui s'appelle le manchot papou. Est-ce que vous connaissez le manchot papou? Non, mais j'aime bien le nom. Ouais, le nom est assez chouette. D'ailleurs, le nom latin est assez chouette aussi, puisqu'il s'agit de Pygoscelis papua. C'est un peu choupinou. Ils ont une petite tête très mignonne. Oui, ils sont très chouchous, ils font partie des plus chouchous en réalité. Le genre Pygoscelis, pour ceux qui l'ignorent, c'est le même genre que le manchot Adélie et le manchot à jugulaire. Le manchot papou, oui, ils sont tous un peu chouchous à chaque fois. Le manchot papou, lui, par contre, parmi les trois cocos cités, c'est l'espèce la plus craintive, mais aussi la plus colorée, vu que Roman, tu n'as pas un oison devant eux. Et par contre, il existe en fait deux espèces de manchots papou. Il y a le Pygoscelis papua, qui est situé le plus au nord de l'Antarctique, finalement, donc présente dans les îles subantarctiques, et elle représente environ 75% de la population des manchots papous. A l'inverse du Pygoscelis papua ellsworthi, avec deux i, qui est situé le plus au sud du coup, qui est plus petite d'une dizaine de centimètres que l'autre sous-espèce, avec des plumes un peu plus courtes. Elle est présente quant à elle sur la péninsule antarctique et sur les différentes petites îles environnantes. Donc que 25% des manchots papous. Donc 75% pour le papua et 25% pour le papua ellsworthi. Alors j'ai aucune idée de si je prononce bien ellsworthi, parce que clairement ça a pas l'air d'être du latin vu comment ça s'écrit. Donc j'en profite un petit peu pour vous expliquer comment se fait la rencontre entre les humains et les manchots papous. Car sa première description remonte en 1776 par le naturaliste français Pierre Sonera. Il le décrivit dans son ouvrage Voyage à la Nouvelle-Guinée. Ces noms français et scientifiques ont pour origine la Papouasie-Nouvelle-Guinée, bien qu'il n'y ait en fait aucun manchot dans ce pays. En anglais, par contre, on l'appelle le Gentoo, ce qui fait référence aux habitants d'Inde qui portent des bonnets blancs, leur faisant ressembler aux bandes blanches de la tête du manchot papou. Car oui, du coup, il a des bandes blanches sur la tête, mais c'est pas tout. Le dos et la queue sont noirs, le ventre est blanc avec une petite tête noire tachetée de plumes blanches. Une bande blanche parcourt le dessus de la tête d'un œil à l'autre, créant une forme triangulaire au-dessus de chaque œil. Les yeux sont entourés par un anneau blanc de plumes et le bec, lui, est rouge-orangé au bout noir. Et les pieds, eux, sont orange. Il a également un bec de 6 cm et des ailes de 25 cm d'envergure, ce qui par rapport à sa taille en fait un des manchots avec les plus grandes ailes, car en effet il va mesurer entre 50 et 90 cm. Comment ça se passe la vie d'un manchot papou? Alors sachez que les manchots papous vont rester en fait dans leur colonie tout au long de l'année. Par contre les colonies vont rester rarement au même endroit d'une année sur l'autre. À la fin de la saison de reproduction, l'activité des oiseaux a complètement bousillé la végétation, du coup il va falloir se déplacer dans un autre coin. C'est un peu une sorte de semi-nomadisme, mais version manchot. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les manchots papous, en plus d'être trop chouchous et trop mignons, ce sont également les plus fidèles des manchots, avec un record de 90% de couples identiques d'une année sur l'autre. Pas mal quand même. Ils sont très très romantiques. Autant les Adélie s'offrent des petits cailloux en cadeau, mais autant les manchots papous ils ont pas besoin de s'offrir des cadeaux puisque le seul cadeau qu'ils s'offrent c'est l'amour. Waouh, et ouais. Ouais, je suis un peu un romantique moi, tu vois, ouais. Les manchots papous ils nidifient uniquement sur des sites sans neige, au contraire des manchots Adélie et à jugulaire. Donc les sites peuvent être des plages, des vallées, des collines, des sommets de falaises. Ils peuvent également faire leur nid au milieu des herbes tussoc, c'est des sortes de gros graminées. Le nid est donc fait de pierres, d'herbes de tussoc, de mousse. Les colonies sont en fait de taille assez restreinte, ne comprenant que plusieurs dizaines de couples jusqu'à quelques centaines. Donc c'est très très peu par rapport, on l'a vu dans d'autres chroniques, à certains manchots qui sont des milliers finalement d'individus. Alors, à l'instar des deux espèces Adélie et jugulaire, ils vont pondre 2 œufs qui sont couvés pendant 37 jours par les 2 parents. Les poussins sont donc protégés par les parents pendant 25 jours avant qu'ils rejoignent ensuite les autres poussins dans des petites crèches. Voilà. Et oui, comme ça ils pourront se protéger les uns des autres. Les parents vont quand même continuer bien sûr à nourrir leurs poussins jusqu'à ce qu'ils aient atteint 80 jours. Les poussins deviendront alors complètement indépendants. 63% d'entre eux reviendront dans la même colonie pour y trouver un partenaire et alors recommencer le principe de la ponte. Les manchots papous sont de formidables nageurs avec 35 km/h de pointe, ce qui en font les oiseaux marins les plus rapides du monde. Ils sont même capables de plonger jusqu'à 180 mètres de fond pour pêcher du krill et d'autres crustacés. C'est toutefois en fait un manchot côtier et nérétique qui ne s'éloigne jamais très très loin des sites de reproduction.
Il peut quand même s'éloigner jusqu'à près de 75 km des côtes, mais ce qui est peu par rapport à d'autres espèces de manchots. Il évite donc la banquise et les côtes continentales et préfère les petites îles où il est plutôt peinard, à l'exception bien sûr de la péninsule antarctique où du coup il va nicher sur le continent, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Sur la terre ferme, ils vont dépenser 30% d'énergie en moins que sur l'océan. Comme toujours, le prédateur est bien sûr une proie, en l'occurrence le manchot papou, c'est la proie des otaries, des orques, des phoques léopards pour les adultes, et celle des skuas, des mouettes et des caracaras pour les œufs et les poussins. Et là vous vous dites, mais bon sang Marc, qu'est-ce que c'est qu'un caracara? Vous dites ça ou pas? Merci. Le caracara de Forster ou Falcoboenus australis, ce sont des rapaces qui sont en réalité présents uniquement dans les îles Malouines et dont le repas préféré est les bébés manchots. Mais toutefois, parmi tous ces prédateurs que je vous ai cités, il en reste un qui est imbattable pour ce qui est de détruire les manchots. À votre avis, lequel? Ouais, les humains. L'espèce est classée vulnérable car il ne reste plus que 314 000 couples. Voilà. On les trouve sur les îles Malouines où on a recensé environ 66 000, les îles Shetland du Sud, la péninsule antarctique comme je l'avais dit, mais aussi les îles Orcades du Sud, Georgie du Sud, où on a trouvé environ 113 000 couples, principalement sur l'île Bird d'ailleurs, les îles Sandwich du Sud, les îles du Prince-Édouard et Marion, où il n'y a que 10 000 couples d'ailleurs sur l'île Marion, l'archipel des Crozets, les îles Kerguelen, les îles Heard et McDonald et les îles Macquarie. Les populations de la péninsule antarctique ont tendance à augmenter tandis que celles des îles subantarctiques sont en train de décroître. Un petit exemple, la population des îles Malouines aurait baissé de 45% en 60 ans, ce qui est quand même énorme. Celle de l'île Bird aurait baissé de 67% en 25 ans. Alors comment ça se fait? Les menaces c'est toujours un peu les mêmes, hein. Perturbations par les humains, pollution locale, possibilité d'interaction avec l'industrie de la pêche intensive, récupération de guano, récupération d'œufs de manière illégale, etc. Et du coup, paradoxalement, le réchauffement climatique va entraîner la disparition des manchots qui sont situés les plus au nord, parce que du coup il fait trop chaud, mais du coup la fonte des glaces en Antarctique permet aux manchots papous d'avoir du coup des terres sans glace où il peut du coup nicher. Donc en fait il est en train de se déplacer petit à petit vers le sud, mais tout en étant quand même petit à petit de plus en plus tué par ces bons vieux humains. Et c'est ainsi que se termine notre petite chronique sur un manchot admirable, mais malheureusement on voit presque d'extinction, le manchot papou. Voilà. Il faut sauver les papous. Faut sauver les manchots papous, ils sont trop chouchous. Ils sont tous mignons, c'est pour ça qu'il faut faire des chroniques sur chacun d'entre eux, les 18 espèces, bram. Voilà. Non mais c'est fou quand même ton travail que tu as fait oui. là-dessus. Et la semaine prochaine, on parlera probablement du gorfou sauteur. Voilà. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Le nom me plaît bien. Le nom plaît bien, ouais. On a déjà parlé du gorfou macaroni dans une autre chronique que vous pourrez aller écouter, qui a une tête de punk à chien, mais il est quand même très très cool. Voilà. Il y a les petits poils jaunes. Ouais, exactement, tout à fait. Il est très très, les gorfous, ils sont très très cool de manière générale. Là, j'espère que ça vous aura plu. Et les chroniques sont toujours un petit peu rapides à chaque fois, mais au moins c'est moins indigeste que d'énormes chroniques comme celle que j'avais fait au tout début. Voilà. Moi, je m'en souviens, j'étais là. Et tu étais là, oui. Tu as subi, Roman. J'avoue, il y a des moments où j'ai un petit peu décroché parce que c'est normal. Tellement d'informations d'un coup. Il dénonce. Non, il dénonce. Non, il était même pas là. Netflix. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté là-dessus. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.